Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de l'actualité ce soir, les entreprises qui reviennent sur le devant de la scène avec la saison des publications de résultats qui est ouverte aux États-Unis, notamment avec les premiers résultats des grands groupes financiers américains. JP Morgan, la plus grosse banque du monde, étant l'emblème de ce secteur financier américain, avec des résultats décevant, il faut le dire. Le marché était déjà prudent sur ce secteur bancaire avant la publication de résultats. Les profits de JP Morgan ressortent sous les attentes en raison notamment d'une augmentation des réserves au regard des risques actuels générés par la crise géopolitique, générés par le fort niveau d'inflation qui fait peser un risque sur la croissance à terme également. On notera que sur une partie importante du business de JP Morgan, la partie de banque d'investissement, les commissions sont en retrait de 30% avec un gel des deals sur la première partie de l'année. Le commentaire fait par le patron de la banque, Jamie Dimon, c'est que JP Morgan reste optimiste officiellement sur l'économie, au moins à court terme. Voilà une petite phrase que l'on pourra commenter avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur le front des marchés, on notera aujourd'hui que les marchés actions restent très hésitants et même prudents, on peut le dire, avec un CAC 40 qui va terminer un peu au-delà des 6500 points sans doute ce soir. Une petite séance de retrait pour les indices européens. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis on notera, alors à l'encontre du mouvement et de la tendance qu'on observe depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, la correction obligataire, une détente aujourd'hui assez nette des rendements obligataires américains notamment, que ce soit sur la partie 2 ans. Le 2 ans aura reculé de 20 points de base sur cette semaine. Le 10 ans américain également retombe sur 2,70% et même un petit peu en dessous au moment où on se parle, après avoir franchi 2,80% en début de semaine. Voilà pour le paysage du moment sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera à un secteur fort, un secteur leader même sur la cote européenne et américaine depuis le début de l'année, c'est le secteur de la santé. Les indices sectoriels healthcare en Europe et aux États-Unis sont au plus haut historique en ce début de deuxième trimestre. Et nous en parlerons avec Jean-Jacques Le Fur, spécialiste du secteur et analyste santé pharma chez Bryan Garnier, avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le résumé complet du jour sur les marchés, les infos clés en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC flirte à nouveau avec les 6500 points, alors qu'hier, le marché découvrait une inflation américaine en hausse de 8,5% sur 1 an au mois de mars, soit du jamais vu depuis 1981. Le tableau y est désormais complet avec la publication des prix à la production cet après-midi. Ces derniers ont grimpé d'1,4% en mars. On retient aussi que de très surveillés, les prix corps font un bond d'1%. Du côté des banques centrales, celle de France a bien intégré l'idée de pression inflationnistes s'installant dans la durée, un phénomène qui transparaît dans ses prévisions puisque l'institution revoit de moitié à la baisse son objectif de croissance au premier trimestre. Pour rappel, demain se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE au sortir duquel des conclusions seront partagées. En Chine, on relève que les nouvelles restrictions sanitaires tardent à être levées, ce qui n'est pas du moindre effet sur les exportations à destination de l'Occident. Sur le front micro, JP Morgan ouvre aujourd'hui le bal des résultats trimestriel des grandes banques américaines et c'est une grosse déception puisque son bénéfice net a chuté de 42% à plus de 8 milliards de dollars suite à une hausse de près d'1,5 milliard de provisions pour risque et puis son chiffre d'affaires a reculé de 5%. Mauvaise passe pour BlackRock. À fin mars, les encours du gestionnaire sont repassés sous la barre des 10 000 milliards de dollars sous l'effet du recul des grands indices de marché. Au premier trimestre, la collecte est restée positive bien que divisée par 2 en 1 an. Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo se prêteront à l'exercice demain. Du côté des taux, peu de variations sur les bonds et les OAT. Les T-bonds US se détendent et puis l'or progresse encore, le pétrole aussi. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez nous accompagne ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Claresco, et Stéphane Déo avec nous également en plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Pas mal de sujets à voir, de la macro à la micro, avec un peu de politique également. Mais si on essaye de garder une hiérarchie, celle des marchés en tout cas, évacuons peut-être le sujet de l'inflation pour commencer, Stéphane. Enfin, évacuons. Traitons le sujet de l'inflation. Donc, le CPI US hier, l'indice des prix à la consommation, le PPI, l'indice des prix à la production qui a été publié aujourd'hui. Bon, sur l'idée du pic d'inflation, est-ce qu'on avance un petit peu? Est-ce qu'on arrive à avoir un pronostic un peu plus fin peut-être sur l'idée d'un pic prochain d'inflation aux États-Unis? Alors, bon, vous l'avez dit, l'inflation elle est à 8,5 aux États-Unis, c'est le plus haut depuis une éternité, etc., etc. Il y a un point que je trouve intéressant, c'est que si vous regardez les chiffres les plus récents d'inflation, ils sont encore plus élevés. C'est-à-dire que l'inflation a accéléré sur les derniers mois. Par contre, si vous regardez l'inflation sous-jacente, donc en enlevant le pétrole et l'alimentaire, c'est exactement l'inverse. Il y a une décélération. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un choc inflationniste fort, les salaires sont à peu près à 5% à l'heure actuelle aux États-Unis. 8% ou 9% d'inflation, enfin on est à 8,5%, ça veut dire que vous perdez en pouvoir d'achat. Si vous perdez en pouvoir d'achat, il y a un élément récessif sur l'inflation qu'il ne faut surtout pas oublier. Et je pense que c'est ça qui est en train de se dessiner petit à petit, c'est-à-dire qu'à force de pousser l'inflation à des niveaux extrêmement élevés, ben vous avez un impact sur le revenu disponible des ménages, et donc des ménages qui consomment moins, et on commence à le voir déjà sur certains secteurs. Je pense à l'hôtellerie, aux restaurants, etc., qui commencent à souffrir. Et donc, on commence à voir sur certains prix des tensions qui restent élevées. Hein. L'inflation sous-jacente, elle est au-dessus de 5%, mais qui commence à se détendre petit à petit. Donc, je pense que c'est les premiers signes de, en fait, l'effet de second rang, c'est-à-dire ce choc inflationniste extrêmement violent qui, quelque part, devient récessif. Et pour moi, c'est un vrai gros dilemme pour les banques centrales. Parce qu'on a à la fois une inflation qui est excessive, donc il faut faire quelque chose, il faut resserrer la politique monétaire, et une économie qui commence à trouver que la plaisanterie a un peu trop duré, et on voit des croissances qui commencent à se tasser, et donc au contraire, il faudra une politique monétaire plus laxiste. Alors on peut évidemment pas faire les deux, parce que c'est opposé. Oui, donc il y a une espèce de course de vitesse là, qui s'installe. Combien de temps le consommateur américain peut encore tenir? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de craquer, entre guillemets, et peut-il se montrer résilient plus longtemps qu'une inflation qui resterait à les niveaux qu'on connaît aujourd'hui? Oui, parce qu'on ajoute pas mal de problèmes les uns à la suite des autres. Bon, on l'a dit, les banques centrales vont monter les taux de manière assez agressive, donc on passe d'une politique extrêmement laxiste à une politique un petit peu plus restrictive. On a un gros resserrement budgétaire, ça on l'oublie souvent, mais il y a eu un déficit qui était absolument monstrueux l'année dernière, Covid oblige. On aura un déficit qui restera important, de l'ordre de 800 milliards l'année prochaine, donc ça c'est pas une paille, mais c'est beaucoup beaucoup plus faible que les 2200 milliards de cette année. Donc de facto, c'est un énorme stimulus qui est enlevé. Et en plus, il y a cet effet sur la consommation. La consommation, l'ordre de grandeur, c'est à peu près les 2/3 du PIB. Donc si la consommation se tasse, s'il y a un problème sur la consommation, on peut très vite voir l'économie ralentir de manière assez marquée. Alors pour l'anecdote, si vous regardez les indicateurs de marché, je vais un petit peu jouer avec de l'économétrie, vous avez une probabilité de récession qui est très loin d'être négligeable pour l'année prochaine. On est sur des configurations qui ressemblent vraiment à une fin de cycle sur beaucoup d'éléments. Et donc, il suffit d'avoir un choc, et on a le choc inflationniste pour passer en négatif. Ah ouais. Je termine avec vous, et puis bien sûr, commentaires et tour de table, mais est-ce que l'idée ça semble être le sujet, est-ce que l'idée d'un soft landing, comme on dit, est possible ? Quand bien même on aura un tassement de la croissance, mais est-ce qu'on peut éviter une récession trop dure, trop marquée, venant d'une économie américaine, encore une fois, en super forme, si on prend une photo instantanée de ce point de vue-là. Oui. On a un problème de fin de cycle, c'est-à-dire de surchauffe, donc c'est une économie qui va trop vite. Finalement, c'est un bon problème à avoir. Je pense que la réponse à la question, elle dépend beaucoup de la Fed. D'accord. Si vous croyez la Fed vous dit
il y a trop d'inflation, il faut la ramener à 2%. Alors j'ai fait quelques simulations. On a de l'inflation à 8,5, on l'a dit. Ce n'est pas en mettant les taux d'intérêt à 2,5 que vous allez faire baisser l'inflation. Il faut les mettre, d'après mes simulations, à 5, voire plus, pour avoir l'inflation qui revient à 2%, qui est l'objectif de la Fed, en 2024. Donc je ne suis même pas très ambitieux. Vous voyez, je donne plus de 2 ans à l'inflation pour redescendre. 5%, vous mettez l'économie en récession. Ouais. Moi, ma théorie, mais je me trompe peut-être, on verra, c'est que la Fed va monter les taux très rapidement, parce qu'ils partent de très bas, ils sont en retard. L'économie va ralentir, et à un moment donné, ils vont jeter l'éponge, ils vont dire « Ouh là là, mais attendez, ça va trop vite, excusez-nous, on ne s'est pas compris, etc. » Et donc, vous vous retrouvez avec un scénario où vous avez probablement un soft landing, si j'ai raison, probablement des hausses de taux qui s'arrêtent plus tôt que ce qu'on attend. Et ça veut aussi dire que vous ne luttez pas vraiment contre l'inflation et que, alors on ne va pas rester à 8 ou à 9, très clairement, mais vous ne redescendez pas non plus, vous stabilisez. 3, 4, 5. Voilà. Est-ce qu'on saura vivre avec 3 ? D'accord. Donc il ne faut peut-être pas trop croire la Fed. Non, je pense ils ont le droit de jouer avec les mots. Hein, c'est des banquiers centraux. License to lie. Voilà, c'est exactement l'expression que j'avais en tête. Comme ça qu'on conduit aussi la politique monétaire. Ils ont le droit de mentir. Il faut le savoir. Moi, je suis très dubitatif sur leur volonté de ramener l'inflation à 2% rapidement. Bon, c'est les enjeux du moment là chez les investisseurs. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part, Alain ? Alors, par rapport à ce qu'a dit Stéphane, je peux être que d'accord déjà, mais peut-être pour préciser, effectivement, la Fed a pris du retard, en fait, puisqu'en septembre de l'année dernière, elle pensait que cette inflation était transitoire, donc elle a tardé à agir. Et puis elle s'est rendue compte finalement que, aggravée par des éléments exogènes, type l'Ukraine, etc., mais globalement, la Fed a agi peut-être avec retard, donc là, elle en rajoute. Elle en fait un peu, probablement trop, par rapport à ce qu'on a envie qu'elle fasse à horizon 6-9 mois. Et je pense que Stéphane a raison, la Fed, pour l'instant, elle recharge le compteur. Mais autant, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les 2-3 prochains mois. Ouais. On va avoir une Fed dure, mais histoire aussi de recharger le compteur. Ah ouais, en revanche, il est probable que lorsque l'activité va se tasser, inévitablement, la question c'est avec quelle ampleur, que la Fed mettra de l'eau dans son vin. Mais effectivement, elle en mettra d'autant plus qu'elle aura, entre-temps, rechargé le compteur. Et d'un point de vue, c'est vrai que pour la question des obligations, autant pour l'instant, on n'a pas trop envie d'en avoir parce que la hausse des taux lamine leur valorisation. Mais il va falloir se poser la question à horizon 6 mois du moment où revenir. Et puis, il ne faut pas attendre que ça change pour revenir. Donc, c'est toujours le dilemme de ce point de vue-là. Maintenant, sur la question de l'inflation, comme on l'a dit, une partie de l'inflation est liée au prix de l'énergie, voire de l'alimentaire. Et la Fed ne peut pas tout pour freiner cette inflation-là. Et moi, ma conviction, c'est que dans le cadre de la transition énergétique, on va avoir une énergie durablement plus chère. Alors, aggravée par le fait que si on veut effectivement se passer du gaz russe, ça met une marge de plus. Mais de toute façon, on sentait bien déjà depuis quelques trimestres que l'équation énergétique, elle devenait compliquée. Et que si on veut faire plus de renouvelables, etc., on aura une énergie globalement plus chère. Donc ça reste, à mon avis, durablement inflationniste. Et il va falloir l'accepter, cette inflation. On ne va pas lutter en permanence contre... disons que c'est un des prix à payer, quelque part, pour atteindre cette transition énergétique. Il y aura une inflation. Voilà. Maintenant, la question, c'est d'un point de vue social, d'un point de vue pouvoir d'achat. Ça accentue un certain nombre de problèmes et il ne faudra pas louper le tournant. Alexandre, sur ces considérations, et puis on peut regarder aussi le marché. C'est vrai que les mouvements de courbe ont été intéressants. Ça s'est plutôt un peu repentifié de ce que j'ai compris. Et puis avec un phénomène quand même de rallye obligataire, ou en tout cas de détente des rendements. Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà sur les chiffres d'inflation qu'on a eu hier, donc les 1,2 en mensuel aux États-Unis, quasiment 2 tiers de ça, c'est l'énergie. Donc on voit bien qu'il y a quand même eu un effet, là-dessus l'administration Biden, on peut la critiquer en disant oui, ils mettent tout ça sur le dos de l'Ukraine. Sur le mois de mars, c'est quand même une grosse part qui est liée à ça. C'est-à-dire que le jump qu'on est sur le pétrole, qui est passé de 90 à 130, a contribué quand même pas mal à ça. Du coup, on peut aussi se dire que dans les mois qui viennent, là, on voit que le baril ne tient pas les 130. Il est passé à 92, 93, il remonte à 100. Si on garde cette tendance-là, il y aura des effets de base du coup pour les mois suivants qui seront pas mal. Donc, on pourra avoir des inflexions assez sensibles. Et hier, c'est ça qui est intéressant de voir, que la première action du marché, quand les chiffres ont été publiés, le marché s'est attaché à regarder l'inflation corps mensuelle. Oui. Et effectivement, comme disait Stéphane, là-dessus, on a des chiffres inférieurs aux attentes et inférieurs au mois précédent. Donc on voit qu'effectivement, s'il n'y a pas d'énergie notamment, on a une inflation qui commence à plafonner. Et ça, effectivement, ça a repentifié un petit peu le 2 ans, 10 ans. Et ça ressemble, pour le sens qu'on a, ça ressemble à ce qu'on a vu en 2019. C'est-à-dire qu'on a un 2 ans, 10 ans qui est passé très légèrement en tête en négatif, qui a rebondi.
on y revient et on se repentifie, mais sauf que si on regarde dans l'histoire sur les 3 dernières grosses récessions, à chaque fois qu'il y a eu des inversions de courbe, alors, les précédentes étaient quand même plus profondes. Donc les récessions sont quand même intervenues au point de vue économique quelques mois après. Et on pourrait se dire, du coup c'est bien si le pétrole baisse, que la pente se refait, mais sauf quand on regarde dans l'histoire des marchés, dans les premières phases où la pente se refait, le marché continue de baisser en fait. Et il arrête de baisser à un moment donné quand la pente s'est un peu plus refaite. Donc, je vais dire, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'effectivement, on a quand même 2 ans que c'est un petit peu détendu. Mais le négatif, c'est que ce n'est pas forcément le signe que les marchés vont partir tout de suite, pensant que ça y est, on est arrivé au pic inflation. Ça peut aussi laisser la marge de manœuvre à Biden avant les midterms. Il peut commencer à mettre un peu de pression politique. Ils ont déjà commencé à le faire sur les producteurs, estimant qu'ils profitaient un petit peu trop de ces hausses de prix pour se faire des marges confortables. Il est possible qu'il y ait une vraie pression politique et les enjeux climatiques, effectivement, on va les respecter au maximum, mais il est quand même possible pour les enjeux politiques, on mette un peu de pression sur les producteurs US de pétrole. Donc, j'ai l'impression que sur les matières premières, on a quand même touché une zone haute. Alors, on verra ce qu'il en est pour l'embargo sur le pétrole et le gaz russe éventuellement à un moment donné, mais sur l'ensemble des commodities, agricoles, métaux, industriels et énergie, vous avez des indices de prix de matières premières qui évoluent sur le niveau de 2008 et qui ont fait x3 depuis le point bas, en moyenne, un point bas Covid. Donc c'est quand même une zone où on peut commencer à se dire, effectivement, sur des phénomènes de destruction de demande un peu en face, et si toutefois il n'y a pas d'embargo sur le pétrole et le gaz russe, on ne voit pas pourquoi les matières premières iraient plus haut. Et même s'il y avait un embargo, peut-être d'abord pétrole, est-ce que les effets du coup de ralentissement économique en face ne viendraient pas compenser dans l'attitude des marchés? Est-ce qu'ils pousseraient réellement le pétrole beaucoup plus haut finalement? Donc le sentiment qu'on est peut-être en zone de consolidation haute des matières premières et que du coup sur l'inflation effectivement on pourrait commencer à former un top. Donc ça c'est plutôt favorable aux valeurs plus croissance, mais on a les résultats qui approchent et on va voir comment elles se sont comportées du coup au premier trimestre. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez, Alain, c'est qu'à un moment, il y aura une forme de renversement et on voit bien que les mouvements obligataires ont un impact direct sur les marchés actions, sur la dynamique des marchés actions. Donc le trend, ça a été value versus croissance, surperformance de la value avec des valeurs de croissance affectées par la remontée des rendements obligataires. Il faut se préparer à l'idée que ce schéma se renverse peut-être à un moment. Voilà, et au-delà du calendrier, quand Stéphane parlait de 5% qui seraient les taux nécessaires pour véritablement freiner l'économie, il l'exclut parce qu'il dit que ça provoquerait une vraie récession. Rappelons qu'on est quand même dans des économies avec des déficits budgétaires importants, des dettes d'État aussi très importantes. Donc rappelons ainsi que la dette française, le 10 ans français qui est à 1,20, ça veut dire que les nouvelles émissions de dette, elles seront plus gratuites. Donc quelque part, si on se projette un peu au-delà, c'est difficile d'imaginer les gouvernements et les banques centrales, même si elles sont plus ou moins indépendantes, avoir des taux réels. Enfin, en gros, les taux réels vont rester négatifs. Ils sont très négatifs. Pas de bêtises, mais je pense qu'ils vont rester négatifs quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, de là à parler d'une politique véritablement restrictive, on en est loin. Elle va être moins accommodante. Ça a des effets mécaniques pour l'instant, mais la thèse, à notre vision plutôt à moyen terme, ça sera quand même des taux qui, dans l'ensemble, resteront bas. En tout cas, en réel. Sur la partie européenne, et c'est avant tout la BCE qui se réunit demain, Stéphane, ce sera début mai pour la Réserve fédérale américaine, on a été à chaque fois surpris par l'agressivité du discours, de la communication de la BCE ces derniers mois, alors que tous les analystes, économistes estiment que la situation est différente de celle qui prévaut aux États-Unis aujourd'hui, en tout cas sous certains aspects, quand on parle de l'inflation endogène, etc. Est-ce qu'il faut, chat échaudé craint l'eau froide, est-ce qu'il faut s'attendre encore à une confirmation d'une forme d'agressivité dans le discours, ou est-ce qu'il est temps peut-être de rebalancer un peu la communication ou de la rééquilibrer Alors moi, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a clairement eu un glissement du board parce qu'il y a eu des renouvellements de personnes avec plutôt des hawks, c'est-à-dire des gens durs, des faucons, à la place des doves. Donc il y a eu un glissement qu'on commençait à sentir l'année dernière, mais bon, il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas trop de croissance, donc ça ne se voyait pas vraiment, mais il y avait une petite musique qui montait. Là, avec l'inflation qui est très haute, évidemment, ces gens-là ont du grain à moudre, et donc ils sont en train de prendre le devant de la scène. Donc je pense que c'est un point qui est important, parce qu'on n'est plus du tout avec la BCE de Draghi, enfin Draghi, Peter Pratt et autres. Il y a eu un vrai changement de personnes. Mais c'est avant tout de la politique ou il y a une substance macro quand même derrière le pivot au quiche de la BCE? Le deuxième argument, c'est que quand vous regardez les détails d'inflation, on me dit qu'il y a une énorme différence avec les États-Unis. Moi, je ne suis pas si convaincu que ça. Si vous regardez l'inflation de mars, on n'a pas encore tous les détails. Mais sur février,
vous avez quasiment la moitié des composantes de l'inflation en Europe qui ont 4% d'inflation ou plus. Ça veut dire que chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez une chance sur 2 d'acheter quelque chose qui est 4% plus cher qu'il y a un an ou plus de 4%. Vous avez les 2 tiers qui sont au-dessus de 3%. Donc ce n'est pas une inflation uniquement pétrole, c'est faux. On est en train d'avoir une inflation qui est en train de se généraliser à beaucoup de secteurs. Donc, et ça, c'est totalement inhabituel. On n'a jamais vu ça depuis le début de l'euro. Et une fois de plus, j'utilise les chiffres de février parce que je n'ai pas le détail de mars. Mars était beaucoup plus haut, donc a priori, on sera encore plus haut. Donc il y a vraiment quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer. Pour moi, le vrai sujet, c'est les salaires. C'est-à-dire que si l'inflation progresse, les salaires ne bougent pas, ben vous avez un effet récessif, ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, et démultiplié par rapport à ce qu'on connaît aux États-Unis, parce que vous disiez, les salaires, c'est quand même plus 5 aux États-Unis et parfois plus 10 chez les jeunes. Hein, donc ça compense quand même en partie l'inflation. Alors qu'en Europe, on est à 1,5, 2. Et voilà. Donc on en est très très loin. La question, c'est ça. C'est si les salaires commencent à progresser, là, on n'est plus du tout sur la même histoire. Et donc là, les faucons auraient vraiment du grain à moudre. Après, je pense qu'il y a 2 choses. Ils veulent arrêter le QE. Bon, ça, ils nous l'ont dit, répété. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat, donc on peut arrêter. Ce qui pose un petit problème quand même, parce qu'il va quand même falloir absorber les déficits publics. Ouais. Donc moi, je suis un peu dubitatif. Les seuls réinvestissements ne sont pas une ligne de défense suffisamment solide pour gérer un stress sur le marché obligataire européen aujourd'hui. Ah oui, pour moi, c'est beaucoup trop petit. C'est pas suffisant. Et puis après, il y a la hausse des taux. Je pense qu'il y a 2 hausses de taux qui sont, j'allais dire jamais, mais qui sont quasiment faites parce qu'ils n'aiment pas les taux négatifs, ils veulent revenir à zéro. Et ça se plaide, si vous voulez, parce que les taux négatifs pénalisent certaines banques, etc. Donc on dit, voilà, c'est une mesure d'urgence, on n'est plus en période d'urgence, on revient à zéro, et puis on remet les compteurs à zéro. La question, c'est est-ce qu'ils vont aller plus loin ? Là, je suis un petit peu plus dubitatif sur la justification, pour l'instant. Mais la courbe vous dit, il y aura 3 hausses de taux cette année, il y en aura encore l'année prochaine, et donc on va atterrir à 1,5 sur les taux directeurs en fin de l'année prochaine. Là, j'ai un petit peu du mal à acheter l'histoire, parce que si on passe à 1,5, je pense que les taux longs seront plus hauts, évidemment. Les spreads seront plus hauts, ça veut dire que les spreads italiens ou les spreads français, ou etc., seront beaucoup plus hauts. Et dans ce cas-là, l'équilibre budgétaire va être quand même un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il y aura un resserrement. Par contre, ce qui est pricé par le marché, pour moi, va beaucoup trop loin. Ouais. Bon, sur la zone euro, la BCE, il y a l'euro mieux de tout ça, il y a l'euro par rapport au dollar. On est sur des niveaux. Vous l'avez à quoi, un 0,8 là, c'est voilà, ça, qui sont vraiment pas terribles. C'est vrai que même graphiquement, regardez un graphique long terme, vous êtes en train de taper des supports, donc c'est des zones pas confortables. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a un levier sur l'euro, il y en a très peu. Alors, est-ce que le salut de l'euro pourrait venir d'un marché américain qui commence à presser une bonne partie de l'action de la Fed ? Les réactions qu'on a eues à la fois après les minutes de la Fed il y a quelques jours, plus hier à post-inflation, on voit que les taux ont un peu bougé, le dollar a un peu bougé. Donc à un moment donné, se pose la question, est-ce que quand on voit le taux de 2 ans américain qui était à 0,2 en septembre dernier, qui est monté à 2,5, il intègre quand même une bonne partie de ce que la Fed et de ce que les dot plots, pas tout, mais une partie montrent. Donc le salut de l'euro pourrait venir d'une baisse du dollar, quoi, en fait, enfin, ou d'une moindre hausse du dollar. Oui, ou d'un mix effectivement avec une BCE qui aurait une trajectoire de normalisation un peu réelle. Mais c'est vrai que l'euro est pris depuis des mois entre le différentiel déjà d'inflation qui est au début plus fort côté US. Ça s'est pas rattrapé ensuite, mais au début c'était vraiment côté US que ça poussait. La rhétorique ensuite, la Fed a beaucoup plus tôt embrayé que la BCE sur une rhétorique agressive, donc là à nouveau on baisse. Après choc géopolitique, dollar valeur refuge, donc on se dit bon, qu'est-ce qu'il nous reste pour soutenir l'euro ? Et finalement effectivement il n'y a pas grand chose. Ce truc qui est intéressant, c'est que les positions spéculatives, alors, il y a des corrélations qui ne sont pas mauvaises quand on regarde ça sur 10 ans, les positions spéculatives sur l'eurodoll par rapport au cours de l'eurodoll, les positions spéculatives ne sont pas complètement écrasées. Donc il y a toujours un peu d'inertie dans ces données-là, mais elles restent pour l'instant assez haute par rapport au niveau de faiblesse de l'euro. Et si on regarde des paires un peu voisines comme la livre par rapport au dollar, c'est un peu pareil. On va regarder l'inflation au Royaume-Uni ce matin, on est à 7%, on a une banque d'Angleterre qui a déjà poussé à 12 de taux. À un moment donné, enfin, les questions de Brexit, on les a quand même pas mal évacuées. Pourquoi la livre irait beaucoup plus bas que ça ? Donc, moi, oui, je commence à surveiller un point, un modèle d'inflexion. Je ne dis pas un rebond en VIX très dynamique, mais peut-être une formation un peu de bottom, parce que le dollar commence à intégrer probablement pas mal de choses quand même. Bah, tant qu'on y est, sur les Forex, là, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet depuis un moment. L'effondrement du yen,
qui commence vraiment à accrocher l'œil au point que j'ai vu quelques réactions politiques aujourd'hui côté japonais, ministre des Finances et tout. Oui. On veut pas trop commenter, on surveille la situation, on en discute avec les Américains, etc. Plus de 126 yens contre dollar. Enfin, je crois que j'ai même pas vu sur un graphique où ça nous ramenait. Enfin, au moins le niveau pas eu de 2015 et il faut voir ce n'est pas remonté. Oui, c'est ça. Le niveau de et c'est un effondrement sur quelques mois là. Oui, mais c'est vrai que l'allure long terme aussi dollar par rapport au yen, c'est une phase de baisse non-stop après une longue phase de consolidation depuis 5-6 ans. Et là, effectivement, le différentiel d'inflation et autres fait que le dollar yen part à la baisse. Mais c'est vrai que moi, je commence à regarder un peu ce prisme de la Banque du Japon, un peu comme la BNS à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui maîtrise encore la courbe de taux en ce moment, qui ne veut pas que le 10 ans passe au-dessus de 0,25. Alors certes, l'inflation au Japon, on est à peine un peu au-delà d'1%, donc c'est pas le taux US ou Europe. Mais à un moment donné, il va falloir laisser un petit peu filer les taux longs. Il n'y a pas trop le choix. Et cette volonté de maîtriser à tout prix le truc, est-ce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, on n'aura pas une phrase qui va faire qu'à l'époque, comme la BNS avec son PEG, ça craque. et puis vous allez avoir un yen qui va prendre 1000 points en ligne droite. Voilà, mais après les fondamentaux long terme et l'allure même graphique long terme, moi, donne plus l'impression quand même qu'on peut avoir encore un petit peu de faiblesse devant nous sur le yen. Et voilà, donc je trouve que c'est dangereux à trader à court terme, clairement, trade, parce que voilà, je pense que la Banque du Japon, en une phrase, vous avez un yen qui reprend entre 500 et 1000 points, vu les négociations. Ça peut être un contre-pied majeur historique de ce point de vue-là. Sur les devises, et bon, le yen, si le yen vous intéresse, puis on peut en lier ça peut-être aussi aux publications de résultats. Le Forex, c'est aussi Alors sur le Forex, des facteurs. Une constatation empirique sur le Japon sur 20 ans, c'est qu'en général, quand les marchés montent là-bas, le yen s'effondre. Donc en euros, globalement, souvent on perd avec la devise ce qu'on gagne sur le marché ou l'inverse. Ce qui rend, je trouve, ce marché compliqué d'un point de vue equity. Mais ça n'engage que moi. Sur le dollar, j'entends bien ce que vous dites, mais le problème, c'est que quand même sur les taux, ils sont plus agressifs. Sur la croissance économique, ils restent quand même meilleurs que l'Europe, qui a quand même pas mal de sujets à adresser. Donc pour moi, le seul élément qui pourrait faire que l'euro reprendrait un peu des couleurs, c'est s'il y avait un véritable ralentissement aux États-Unis de l'économie, plus important que prévu, qui changerait les perspectives sur les taux et puis tout simplement aussi une moindre dynamique. Mais pour l'instant, je ne le sens pas encore complètement. Donc, il y a quelques mois avant le pivot quiche de la BCE, on parlait de la parité parce qu'on disait sereinement, d'un euro qui pourrait s'effondrer à parité contre dollar. Ouais, pour l'instant, je vois pas. Les éléments qui soutiennent le dollar me paraissent encore bien là. Ouais. Sur le yen, je ne sais pas... On y a réfléchi un peu. Oui, on a. Ça provoque des frais. C'est quand même une devise majeure, en plus devise refuge qui ne sert pas de refuge. J'imagine que c'est compliqué pour certaines gestions de ce point de vue-là. Et puis, je ne sais pas, dans la zone Asie-Pacifique, face à la Chine, est-ce que ça peut créer des sujets Alors, en termes de devise refuge, nous, on avait regardé ça d'un petit peu près. Oui, c'est un peu... le yen, c'est un peu l'intermittent du spectacle. C'est-à-dire que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est vrai. Donc vous avez une... Et là, ça marche pas du tout. C'est un peu l'assurance qui vous fait pile ou face pour savoir si elle va marcher ou pas. Donc je suis un peu dubitatif. Par contre, ce que vous dites sur l'Asie est intéressant. Je change de sujet, mais j'ai regardé le yuan et la corrélation du yuan avec les monnaies d'Asie du Sud-Est. Oui. Et vous faites ça sur 20-30 ans, c'est impressionnant. On avait une corrélation qui était à 0. Donc en fait, la Chine vivait sa vie, les autres pays vivaient leur vie. Et là, on glisse petit à petit. Alors, ce n'est pas une ligne droite, mais très, très clairement, il y a de plus en plus des mouvements communs de toutes les monnaies d'Asie du Sud-Est avec le yuan. Donc, il y a très clairement l'émergence d'une zone yuan, petit à petit. Ça, c'est l'imbrication commerciale de cette zone qui fait que ces mouvements sont de plus en plus corrélés. C'est ça, c'est les prêts chinois pour les développements, la nouvelle route de la soie, donc c'est des prêts qui sont faits en yuan, du coup il faut que la Banque centrale ait des réserves en yuan, etc. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent tout ça. Comme d'habitude, dans ces cas-là, il n'y a pas juste une raison, mais je trouve la tendance vraiment très très impressionnante et on l'a vu en particulier pendant les grosses phases de dépréciation du yuan il y a quelques années où en fait toutes les monnaies asiatiques ont eu tendance à suivre. Donc elles ont décorrélé du dollar, elles ont plutôt suivi la Chine. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a vraiment... en fait, je pense qu'on a petit à petit un monde à trois monnaies qui émergent avec l'euro en Europe, une partie de l'Afrique et Europe de l'Est. Le yuan en Asie et puis le dollar quand même qui reste de très très loin. C'est à peu près 60% des réserves de change, le dollar. Donc il est là pour un moment encore celui-là. Et le yuan,
la faiblesse du yen japonais pose un problème aujourd'hui à la Banque centrale chinoise Non, avec le niveau du yuan? Non, pas vraiment, parce que le yuan est beaucoup plus... Alors, ils regardent ça en trade weighted, c'est-à-dire, en fait, c'est un taux de change contre un panier de monnaie, et l'importance des poids qu'on met sur chaque monnaie dépend des échanges commerciaux. Pondérer des échanges commerciaux, c'est ça. Les deux monnaies qui sont importantes pour la Chine, c'est l'euro et le dollar de très très loin. Donc, c'est les deux choses qu'ils regardent de très près. On peut en venir aux résultats d'entreprise, alors de manière symbolique, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de biscuits, de nourriture, mais bon, il y a un emblème, LVMH hier, JP Morgan côté banque américaine, et puis ce qu'on attend de cette saison de publication. Ce que j'allais dire, les résultats d'entreprise, on l'a vu avec LVMH, où les résultats étaient particulièrement bons, enfin en particulier sur la division Star, donc qui est maroquinerie, celle qui est la plus rentable. Je regarde le cours de bourse. Voilà. Voilà, ça a ouvert en hausse et finalement c'était en baisse. Plus 0,5. Ça finit terminé en légère hausse, d'accord. Mais je dirais sur LVMH, il n'y a pas, voilà. Ça a fait une séance en dents de scie. Comme depuis pas mal de trimestres, en fait, les résultats sont toujours meilleurs qu'attendus parce que la société délivre. Le cours de bourse sur le jour du résultat, en général, ne salue guère ces résultats ou par éventuellement une légère surperformance, mais à peine, parce qu'on est plutôt en digestion de multiples. Alors c'est en partie lié à la hausse des taux, mais c'est aussi lié au fait que, et je pense que ça va être un peu à l'image de toute cette séance, ce trimestre de résultats, c'est que les résultats vont être dans l'ensemble pas mauvais, parce que le premier trimestre est encore assez solide malgré tout, mais il y a des interrogations sur la suite parce qu'on a de plus en plus d'inflation dans les coûts. Alors tant que la demande est là, à la rigueur, ça va, mais comme le disait Stéphane, on commence à pressentir qu'aujourd'hui, avec une inflation entre 5 et 10, il peut y avoir aussi de la destruction de demande, puisque si vous mettez tout votre argent dans votre plein de diesel, il reste un peu moins d'argent pour aller au cinéma ou pour faire d'autres choses. Donc il y a forcément un petit peu des craintes de ce côté-là, savoir où ça va taper, et donc probablement une activité moins dynamique. Il y a un gros écart aujourd'hui entre les anticipations de PIB vues d'un point de vue macro, où en gros en Europe on est passé de plus 4 à quelque chose comme plus 2, ou entre 2 et 3, on ne sait pas très bien, voire moins, et un consensus de résultats qui pour l'instant est autour de plus 8, plus 9. Alors au début de l'année on était à plus 8, plus 9, et moi je pensais qu'on serait à plus 15. Et là, on a plus 8, plus 9, et tout le monde se demande si on ne va pas être à 5 ou à 0. Ouais. Donc, pour l'instant, les prochaines étapes, on s'attend plutôt à des baisses de consensus, pas sur la base du résultat terrain qui sera bon en soi, mais plus sur un avenir qui est plus incertain. C'est intégré un peu, beaucoup dans le marché. Il y a des secteurs cycliques qui traitent quand même à des niveaux qui nous ramènent à 2020, et puis en termes de multiples qui sont cohérents avec des niveaux de croissance très faibles, voire des récessions. En début d'année, on pouvait penser que le marché avait un beau potentiel de hausse, on va dire. Aujourd'hui, si on tient compte du risque à la baisse des résultats, d'une part, et puis un facteur d'incertitude, des incertitudes multiples, géopolitiques, politiques aussi. On a quand même un deuxième tour en France dans quelques temps, là, avec un certain nombre d'incertitudes. Tout ça plaide quand même pour que les multiples soient un petit peu plus bas, ne serait-ce que pour être prudent, on va dire, par rapport à un environnement qu'on maîtrise moins et par rapport à des résultats qui pourraient aussi être en baisse. Alors, on n'est pas en train de presser une récession. Pour ça, je pense que c'est encore raisonnable d'être investi en actions. Il ne faut passer pas le sauf qui peut, mais pour l'instant, on est plutôt au prix et un peu attentiste, pour être honnête. Est-ce que les indices actions sont là où ils doivent être aujourd'hui, Alexandre? C'est vrai, si on regarde les anticipations de bénéfices, par exemple, aux États-Unis, le consensus FactSet, c'est 10% de progression des revenus premier trimestre 2022 par rapport à 2021. Donc c'est quand même, effectivement, c'est probablement un peu optimiste. Mais après, les multiples sont aussi beaucoup étendus. C'est vrai que si on regarde les PE sur les bénéfices passés, le S&P il est retombé à 18 fois. Il a un peu remonté maintenant aux alentours de 20, mais 18 fois, c'est des choses qu'on avait déjà en 2017, 2018. Donc c'est pas des niveaux de cherté sur les dernières années particuliers, mais effectivement, si on commence à presser des effets sur la confiance par rapport à la consommation, guerre en Ukraine, inflation, etc., oui, ça veut dire qu'on est encore potentiellement un peu cher. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les guidances. On va regarder ça beaucoup sur les résultats, comme toujours, les résultats et les guidances. Il n'y en aura pas. Ouais, il n'y en aura pas. Il y a quelques... Quand on fait un relevé, alors si c'est FactSet qui fait ça très bien, beaucoup mieux que moi, sur ce qu'ils ont relevé dans les guidances de ceux qui communiquent et par secteur dans les boîtes américaines, il y a beaucoup plus de guidances côté tech, mais il y a aussi plus de guidances révisées négativement côté tech que dans d'autres secteurs. Ou en tout cas, d'autres secteurs ont aussi révisé, mais en pourcentage, les techs contribuent pour beaucoup. Donc moi, ça qui m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des effets de taux qui pourraient être favorables à la valeur de croissance maintenant, mais on peut avoir, par exemple, des résultats
en ligne, mais pas forcément beaucoup plus, et puis des guidances peut-être un peu plus faiblardes. Et dans ce cas-là, vous avez des multiples de coûts qui restent encore assez élevés sur la partie valeur de croissance. Et moi, je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui m'inquiète, mais ça pourrait donner lieu à des corrections plus poussées sur Apple, sur Microsoft ou autres, sans que ces valeurs soient en danger. Mais on a aussi atteint des niveaux de cours, des écarts aussi par rapport à des moyennes de prix historiques ou autres, qui sont très très significatif, et la situation actuelle pourrait obliger finalement, si en plus les buybacks sont peut-être un petit peu moins nombreux dans les mois à venir, les volumes de buyback, ça pourrait effectivement pousser en fait à la consolidation, pas une chute de 20-30% supplémentaire, mais peut-être une espèce de grosse cuvette en fait. On a acheté 20% sur les questions monétaires, l'Ukraine ça tient plutôt bien côté marché US, mais après les questions, effectivement des raisons de confiance, d'inflation ou autre, et donner lieu à quelque chose de lent comme ce qu'on a vu. Une forme d'hibernation, quoi. Un hiver qui n'est pas tout à fait fini pour ces valeurs technologiques, emblématiques, de croissance. Un exemple que je prends toujours, mais l'histoire ne se répète pas, mais il y avait quand même des schémas un petit peu à l'époque un peu similaires. Il y avait la normalisation de la Fed qui avait commencé, qui s'était arrêtée, les achats d'actifs qui s'étaient arrêtés en 2014, et après les marchés américains étaient entrés, il y avait la crise des émergents qui était arrivée. À l'époque, c'était la chute des matières premières, c'était l'inverse. Et on était entré pendant 2 ans dans un canal avec un drawdown de 20%, et on était sorti après Trump en fait. Donc on peut là très bien rentrer dans un truc qui dure effectivement 2 ans où le marché va osciller comme ça dans des ranges de 20%. Sans tendance, quoi. Voilà. Mais je ne vois pas par contre les bases pour aller chercher des moins 40 ou moins 50. Vraiment à ce moment qu'on ait un conflit qui s'envenime complètement, avec une confiance qui s'effondre complètement. Les bilans des banques centrales, c'est aussi une arme qu'elles n'ont pas brandie pour l'instant. Les taux ont bougé, ou commencent à bouger, les marchés ont pricé les taux, mais les bilans n'ont pas encore bougé. Donc ça, c'est quand même une arme redoutable pour piloter tout ça, quoi. Comment vous regardez la valorisation des marchés actions Stéphane, je sais pas. Il y a beaucoup de dispersion. Hein, donc. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça le point intéressant. Alors, juste un chiffre, si je regarde dans le rétroviseur, les anticipations de bénéfices pour cette année, d'après le consensus, ont été révisées déjà en hausse de 5%. Donc, où en Europe. En Europe. Eurostock. D'accord. Donc il y a eu l'Ukraine, il y a l'inflation. Bon, nous, c'est quelque chose qu'on a regardé de très très près parce que ça met de la pression sur les marges, donc on est assez inquiet, etc. Force est de constater que depuis le début de l'année, on a une grande majorité de révisions à la hausse. Et c'est pour tout le monde ou c'est pour les pétrolières, par exemple? Alors, il y a beaucoup de pétrole là-dedans, effectivement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est effectivement les guidance. C'est-à-dire qu'on va avoir une saison de résultats qui va nous raconter une histoire sur janvier, février et un peu sur mars. Mais ça, c'est le monde d'avant. J'ai envie de dire, ça compte plus. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et donc, je pense que ce sont les guidance qui sont le plus importants. Et moi, ce que je vois, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des valuation spreads. C'est-à-dire, vous regardez l'écart de valorisation entre les entreprises les plus chères et les moins chères. On a tendu l'élastique à un niveau qui est extrême. Donc, si le monde d'après est différent, vous pouvez avoir l'élastique qui repart. Juste pour vous donner un chiffre, en février-mars, sur un mois, l'écart entre le meilleur secteur et le pire des secteurs, c'était 30%. Donc, si vous et c'est ce que je disais, le secteur automobile en Europe, alors c'est SocGen qui a fait le travail d'équivalence, mais se traite à des niveaux de valorisation cohérents avec des PMI à 45 par exemple. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une contraction d'activité qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Il y a ça au niveau sectoriel, et en plus, quand vous avez des rotations d'une telle violence, il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent des ETF. Donc, ils vont par exemple vendre un ETF sur les banques. Ça veut dire que toutes les banques baissent en même temps, et vous ne différenciez pas du tout. Et donc, certaines banques baissent pour de bonnes raisons, et les autres sont amenées par la marée. Donc, je pense que, pour être honnête, je suis assez d'accord avec la vue sur l'indice. Le potentiel de hausse est limité. Enfin, c'est difficile de vous donner une croissance extraordinaire des bénéfices dans les mois qui viennent. Les valorisations ne sont pas excessivement tendues, mais c'est vrai qu'elles sont assez riches. Donc, c'est difficile de voir une très très forte hausse. Mais pour moi, la vraie histoire, elle est au niveau N-1. C'est la rotation sectorielle, c'est le stock picking, etc. Qui, là, par contre, peut générer énormément d'alpha, je pense. Ou en détruire. De surperformance. Voilà, de surperformance. Ou de sous-performance. Petit tour de table, passage obligé de l'entre-deux tours politique. Et, je ne donne pas plus de place à l'élection présidentielle française qu'à d'autres, mais quand même une élection qui n'est pas mineure en Europe. On est les locaux de l'étape. Une fois, on commente allègrement les élections des pays étrangers. Cette fois, c'est la nôtre. Alors, je ne sais pas, déjà, est-ce que ça apporte une finesse d'analyse que les investisseurs globaux n'ont pas? Peut-être. Il faut se mettre... Nous aussi, quand on juge l'élection américaine, italienne, portugaise, espagnole, on fait peut-être moins dans le détail que les investisseurs locaux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Et la question directe, c'est est-ce que le prix au sens
probabilité, risque neutre, sans connotation particulière. Est-ce que le prix d'une présidence Marine Le Pen, dont la probabilité est quand même importante, est-ce que ce prix-là est correctement intégré dans les marchés? À mon avis, non. Même si il faut probablement distinguer ce qu'elle ferait ou ne ferait pas sur l'économie, parce qu'elle a mis beaucoup d'eau dans son vin. Maintenant, est-ce que c'est juste du déclaratif et dans les faits, ça va être autre chose? Bon, il faudra voir. Et puis, est-ce qu'il y aura une majorité parlementaire pour soutenir aussi son gouvernement? C'est toute la question. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est peut-être moins, et ça c'est plus la vision de l'étranger, c'est au-delà de la politique économique qu'elle pourrait mener en intra-France. On ne peut pas dire que ce qui a été fait ces dernières années était extraordinaire non plus. Enfin, des déficits qui filent, des réformes qui ne sont pas faites. Donc, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si les vraies réformes seront faites, quel que soit parmi les deux. En revanche, c'est plutôt sur tout ce qui concerne la politique européenne, l'attitude à avoir face à Poutine. On a déjà eu le Brexit. Certes, le Rassemblement national a renoncé officiellement au Frexit. Mais enfin, on sent bien que sur la dynamique européenne, ça va être compliqué. Même sans volonté de Frexit, il y aura quand même des frictions. Elle va probablement retirer, ça va plutôt recréer les frontières, ça sera plutôt moins que plus. Et en termes de dynamique européenne, ça va probablement être compliqué. On peut imaginer que pour les pays qui sont derrière nous, type par exemple sur l'Italie, l'Espagne, tout ça, il y aura un effet PIGS, comme à l'époque, auquel on pourrait rajouter la France. Enfin, tout ça, c'est pas terrible. C'est plutôt cette partie-là, en fait, qui m'inquiète durablement sur les marchés qu'un programme économique qu'on va dire qu'elle fera probablement pas. Comme les socialistes en 80, ils l'ont pas fait non plus. Oui. Sur la réalité économique, tous les gouvernements sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin quand ils sont au pouvoir. Non, mais c'est plus la dimension européenne où là, je trouve que c'est justement un point clé pour les marchés. Beaucoup plus peut-être que la politique infralocale des États-Unis surtout. Là, il s'est un peu passé quelque chose. Et alors pourquoi le spread est à 50 BP alors? Justement, les investisseurs globaux n'ont pas mesuré ce risque. Ils partent de l'idée, je crois, que je ne sais pas si c'est la raison qui l'emportera ou que les sondages sont plutôt légèrement favorables à. Donc pour l'instant, je pense que les marchés s'imaginent que Emmanuel Macron sera réélu, malgré tout. Bon, Alexandre? Ouais, on peut peut-être le marché aussi essayer de faire le parallèle entre Trump à l'époque, l'élection, ça va générer un -5 sur les futurs et puis c'est reparti très vite derrière. Et les marchés durant le mandat de Trump n'ont fait quasiment que grimper. Donc il y a peut-être un peu de ça, mais je pense quand même que le gros écart avec Trump et que les marchés vont intégrer si Le Pen est élu, c'est que Trump, ce qui a fait beaucoup monter les marchés, c'est un énorme plan fiscal au début, et ensuite un retournement de veste de la Fed fin 2018, début 2019, avec un bilan qui a recommencé à gonfler. Donc c'est presque plus sur sa capacité à faire du déficit et ensuite avoir la Fed qui réembraye un petit peu après avoir abaissé son bilan. En Europe, ce ne sera pas le cas du tout. On sort d'une période de Covid qui a généré des expansions budgétaires absolument gigantesques et monétaires aussi, et puis ça se passe à l'échelle européenne aussi. Donc c'est le levier que certains pourraient tenter de jouer en disant si c'est Le Pen qui est élu, il y aura la même réaction en Europe. La souplesse budgétaire et monétaire ne sera absolument pas la même que celle de Trump à l'époque. Stéphane, sur le prix d'une présidence Marine Le Pen, c'est le prix de marché. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement le sujet de mon hebdo pour lundi. Donc, les grands esprits se rencontrent. Non, le problème, c'est, je vais juste vous donner un chiffre. Le coût de la dette, c'est-à-dire le service de la dette en France, il y a 20 ans, c'était 50 milliards. Donc, ça veut dire que l'État, chaque année, dépensait 50 milliards en charge d'intérêt. L'année dernière, ça devrait être 25 milliards. Alors que la dette a énormément progressé. Pourquoi? Parce que les taux ont baissé. Ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire que quand vous avez un choc économique, le coût de la dette baisse, parce que les taux baissent, et donc vous pouvez faire une relance budgétaire. Le risque, c'est si les marchés perdent confiance, qu'on se retrouve dans le cas de l'Italie. Quand vous avez un choc en Italie, les taux montent parce que les marchés ont peur, ils demandent un spread. Et donc, comme les taux montent, vous êtes obligé de resserrer votre budget, donc vous sautez sur les freins quand ça va mal. Oui. Et dès que vous avez une reprise, hop, les taux rebaissent et donc vous pouvez relancer l'économie au moment où vous n'en avez pas besoin parce que l'économie va bien. Oui. Et donc vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire vous exacerbez les politiques procycliques, comme on dit. Et ça, voilà. Donc les Italiens sont, parce qu'il n'y a pas une crédibilité extraordinaire, ils sont procycliques, pas parce qu'ils veulent l'être, mais parce que les marchés les forcent à l'être. Pour l'instant, la France est considérée, dans notre jargon, on appelle ça un semi-corps. Exactement. C'est-à-dire pas entre deux. Corps, c'est les Allemands, les Autrichiens, etc. Et nous, on est juste à côté. Donc pour l'instant, ça tient. Mais c'est ça le risque. C'est que si à un moment donné, les marchés perdent confiance, on perd complètement un outil de gestion du cycle économique. Et ça, c'est très, très grave. Et ça, c'est un risque afférent
à une présidence Marine Le Pen plus qu'à une présidence Emmanuel Macron, on peut le dire comme ça, oui. sans faire oui. de politique. Hein. On pense aux PIGS, là ça mettrait la France plutôt vers les PIGS. Il faudra trouver un nouvel acronyme. On va FIG, c'était Portugal, il y avait l'Irlande aussi. Portugal, Irlande, qui a été un poster child, hein, enfin quand même des économies portugaises, irlandaises qui sont quand même revenues à des niveaux incroyables. Italie, Grèce bien sûr, et puis le Est de Espagne. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon de la planète marché ce soir. Stéphane Déo, responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management, Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, et Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, étaient nos invités en plateau. C'est l'un des secteurs stars sur les marchés boursiers depuis le début de l'année, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, le secteur du healthcare, qu'on traduit comme étant le secteur de la santé, ou encore des grands laboratoires pharmaceutiques, des indices sectoriels de santé qui sont au plus haut historique en ce début de deuxième trimestre. C'est le sujet du quart d'heure thématique ce soir, et je vous propose de réécouter ou d'écouter tout simplement, de voir Jean-Jacques Le Fur qui est avec nous hier en plateau pour évoquer cette situation boursière de marché pour le secteur de la santé, et voir également quels sont les cas d'investissement dans le secteur qui présentent peut-être le plus d'intérêt aujourd'hui. Jean-Jacques Le Fur qui est analyste santé pharma chez Bryan Garnier. Alors évidemment, je ne vais pas faire de grandes révélations en vous disant que le contexte actuel, avec toutes les craintes qu'on peut avoir, ralentissement économique, les hausses de prix de matières premières, l'inflation qui en découle, la hausse des taux qui se dessine, même si c'est peut-être justement une force contraire. On pourra y revenir. Mais donc ce contexte particulièrement négatif impacte en réalité quasiment pas le secteur de la pharmacie et les valeurs pharmaceutiques. Les prix des matières premières, ce n'est pas un sujet pour l'industrie pharmaceutique. À titre d'exemple, le coût de revient des médicaments dans l'industrie, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Je me suis amusé à prendre un petit exemple assez simple. Un comprimé, ça fait quoi? 200-300 mg. Vous en prenez un par jour pendant un an, vous avez consommé 73 grammes de matière. Ouais. Une voiture, ça pèse 1 tonne, 2 tonnes. Donc on voit tout de suite que rien que les matières premières, ça ne représente pas grand-chose, donc ce n'est pas un sujet. Le deuxième élément, évidemment, c'est que le consommateur final, le patient, ne va pas s'arrêter brutalement, même si son pouvoir d'achat est touché. Alors un peu moins vrai aux États-Unis, mais particulièrement en Europe, où les médicaments sont remboursés. Donc il n'a pas de raison de s'arrêter de consommer. Donc que ce soit dès le départ à la fabrication jusqu'au bout de la chaîne où le client final consomme, il n'y a pas de risque de ralentissement ou de choc malgré tout ce qu'on entend sur le monde macroéconomique. Ouais, c'est ça, c'est un secteur qui est très éloigné des crises dont on discute en ce moment sur les marchés. Et alors sur le niveau des taux, sur la hausse des taux, vous dites c'est intéressant de noter que cette performance boursière se fait malgré un vent contraire qui peut être celui du mouvement de remontée des rendements obligataires, Jean-Jacques? Alors oui, puisque en général, la valorisation des valeurs pharmaceutiques se fait par actualisation des flux. Et évidemment, comme c'est un secteur de croissance, une remontée des taux a un effet de levier, j'allais dire négatif important sur les valorisations, ou significatif. Et donc cette perspective de hausse des taux qui est normalement un vent contraire, quand on regarde dans les 15 dernières années, 20 dernières années, chaque fois qu'on avait une perspective de hausse des taux, le secteur se mettait à vaciller. Là, il semble que le marché ou les investisseurs soient plutôt focalisés sur les risques qu'on vient d'évoquer et la résilience du secteur face à ces risques, plutôt que de savoir si la hausse des taux peut entraîner un souci pour le secteur pharma. J'ajouterais pour finir que c'est un secteur qui est peu endetté, voire même en situation de cash positif, ce qui veut dire que la hausse des taux... coût de financement n'est pas un sujet, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est même peut-être favorable pour les boîtes qui sont plutôt cash positives, parce que qu'est-ce qu'elles font de leur cash? Quand les taux sont négatifs, elles sont bien embêtées. Et Novartis a été un bon exemple pour ça. Après la vente de sa participation dans Roche, on l'a vu rapidement se lancer dans un rachat d'actions, ce qui a surpris tout le monde. Et en réinterrogeant un peu les directeurs financiers, ils m'ont dit, mais... avec une masse d'argent de plusieurs dizaines de milliards, si Novartis ne trouvait pas une cible immédiatement, il fallait qu'il le place à taux négatif. Et oui, 50 points de base, moins 50 points de base sur le taux de dépôt. Donc c'était un vrai sujet. Il y a le prix boursier et il y a aussi la valorisation. Est-ce que le plus haut historique du secteur sur le plan boursier, à quel type de niveau de valorisation du secteur ça correspond aujourd'hui? Est-ce que c'est un secteur qui est très cher à ce niveau de prix boursier, ou est-ce que ce sont des valorisations qu'on connaît d'une certaine manière sur le plan historique? Alors, sur le plan historique, aujourd'hui, je regardais hier, le PE est de l'ordre de 19 fois. Depuis 2012, on a eu 2 pics
un en 2015 et un en 2021 à 20 fois en termes de PE sur le secteur européen, je parle. Entre les deux, là, on se traitait à peu près entre 16 fois et 18 fois. Donc on voit bien que ce 19 fois, il est pas au maximum, mais pas loin. Et il est un petit peu exagéré, surtout qu'il n'est pas forcément lié aux fondamentaux du secteur qui n'ont pas changé entre le mois de janvier et aujourd'hui. Je comprends. Donc c'est cette fameuse prime de sécurité que j'évoquais. Cette aversion au risque qui crée cette survalorisation peut-être Exactement. sur ce secteur. Il y a un autre indicateur alors, qui est peut-être un petit peu moins fiable ou qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder les cours de bourse de toutes les valeurs pharmaceutiques françaises, les grandes valeurs européennes, pardon. Elles sont pile poil dans la moyenne des objectifs de cours des analystes. Donc en fait, on a rejoint cette moyenne sans éléments fondamentaux, nouveaux, positif, aucun, propre au secteur. Donc on voit bien que c'est cette prime de sécurité, à mon avis, qui a tiré le secteur. Alors si on va un peu plus finement dans l'analyse et qu'on regarde les fondamentaux entreprise par entreprise, labo par labo, Jean-Jacques, c'est le job des analystes de proposer des recommandations aux clients, donc sur des bases trimestrielles parfois. Donc il y a les top picks du deuxième trimestre. Quelles sont les entreprises européennes du secteur de la santé et de la pharma qui vous paraissent avoir le plus de valeur aujourd'hui au regard de leurs fondamentaux, une valeur qui ne serait pas encore pleinement exprimée sur le plan boursier, Jean-Jacques? Alors, chez Bryan Garnier, on fait notre exercice chaque trimestre, comme beaucoup d'autres, de top pick list. Je dirais qu'on a un peu comme dans le guide Michelin, on a ceux qui sont étoilés, et puis on en citera deux autres qui sont plutôt les big gourmands, c'est-à-dire celles qu'il faut aller regarder, à suivre, à mettre dans son radar. Alors, les deux étoilés qu'on a choisis, c'est UCB en Belgique, laboratoire à la mode Ipsen en France, on va dire, 5 milliards de chiffre d'affaires à peu près, qui devrait avoir un news flow clinique, comme on dit, des résultats cliniques sur ces nouveaux produits assez intéressants au deuxième trimestre, et qui est justement dans une phase de refonte de son portefeuille commercialisé, puisqu'il va perdre un certain nombre de brevets, il le renouvelle avec ses nouveaux produits. On a déjà eu une bonne nouvelle au début avril avec l'approbation par la FDA d'un nouveau produit qu'ils avaient acquis en janvier, qui peut faire 1 milliard, 800 millions, 1 milliard. On attend sous peu le feu vert de la FDA pour le lancement de leur nouveau produit dans le psoriasis. Pareil, on est sur du 3 milliards de potentiel de chiffre d'affaires. Et puis on a deux produits pour lesquels on devrait avoir les résultats détaillés de phase 3 début mai dans un congrès qui sert à traiter une maladie un peu rare qui s'appelle la myasthénie généralisée, ou myasthénia gravis. Alors le côté intéressant de toutes ces nouvelles, c'est qu'elles sont relativement sécurisées. Le premier produit qui est approuvé, ça c'est déjà fait. Le Bimzelx, on connaît dans le psoriasis, on connaît parfaitement son efficacité, sa phase 3. Il y avait juste un problème d'inspection des usines qui a été résolu par la FDA. Et puis ces deux produits dont on attend les résultats détaillés, on sait que les phases 3 sont positives. Il nous manque plus que le détail. Ils feront probablement pas mieux que les concurrents, mais ils ont des petits avantages qui permettent de penser que UCB sera très bien placé. Donc, une séquence... un news flow positif qui peut entraîner le cours de bourse, peut-être. Avec, en plus, une valorisation qui n'est peut-être pas encore au bout de ses peines, arrivée à son maximum, et des analyses qui devraient progressivement peut-être réviser à la hausse en diminuant la prime de risque sur ce produit. Bon, UCB, donc c'est une grosse mid-cap belge, c'est ça, dans le secteur de la santé. L'autre étoilé de votre liste, alors c'est Roche. Classique, oui. L'histoire de Roche, c'est, tout le monde la connaît, on a subi le contre-coup des biosimilaires, la concurrence des biosimilaires qui a vraiment handicapé la croissance de Roche. Cette année, on l'a encore aussi. On va perdre 2,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires liés à ces biosimilaires. C'est la dernière année. Et dans le même temps, Roche, en Europe, sera la valeur qui va annoncer le plus de résultats cliniques. 16 études cliniques à publier en phase 3. Alors, tout ne sera pas positif, naturellement. Quelques résultats importants et qui devrait permettre de remettre le focus sur Roche, sur sa future croissance. Sur la croissance. Oui, voilà, puisque les produits existants lancés depuis 3-4 ans, en fait, leur forte croissance a été masquée par ces biosimilaires. On n'a pas vu l'impact positif sur Roche. Là, il va commencer à disparaître et mon sentiment, c'est que les investisseurs vont progressivement s'éloigner de cet impact négatif biosimilaire
pour se tourner vers le futur grâce à ces nouveaux produits qui vont prendre le relais. Ouais, donc il y a l'idée d'un changement de statut, même Tout à peut-être fait. boursier, pour cette grande valeur roche, évidemment, qui est, quand je disais classique, oui, ça fait partie des grandes valeurs traditionnelles suisses, en l'occurrence du secteur de la santé. Et puis alors, c'était, oui, j'aime bien le parler, les bips gourmands, là, les étoiles peut-être en devenir. On parle d'ailleurs de sociétés qui ne sont pas des jeunes sociétés. Non. Dans le domaine de la santé. Non, tout à fait. Alors on a, restons français, Sanofi tout d'abord. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a eu une petite déception sur une étude clinique au mois de mars. Ceci étant, quand on regarde la valorisation et la croissance future du groupe, il n'y a pas de raison qu'on se paye avec 30% de décote compte tenu d'une croissance des BPA qui devrait être à 2 chiffres sur les 3 années à venir. Certes, cette déception sur l'étude clinique que j'ai évoquée, mais un petit doute sur le pipeline de Sanofi et sa capacité à avoir des nouveaux produits à l'horizon 2024-2025 quand les produits existants vont commencer à ralentir. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, mais en tout état de cause, 30% de décote quand on voit la croissance qu'on a pour les 3 ans, c'est quand même pas complètement justifié. Ça en fait quoi, une des valeurs de cette taille, en tout cas les moins chères du secteur aujourd'hui, Jean-Jacques? Oui, une des moins chères. 30% de décote, oui. Oui, une des moins chères. Et si on regarde un autre ratio qui s'appelle le PEG, donc le prix qu'on paye pour la croissance, c'est le deuxième plus faible après notre autre bip gourmand qui est AstraZeneca, à 1,4 pour Sanofi. Ça montre bien que on paye la croissance à un prix très faible. Très peu cher, oui, bien sûr. Ouais. Et donc notre autre. Et Astra, alors là aussi, installé, oui, bien sûr. Malgré tout. On devrait continuer dans cette voie-là. On a toujours ce fameux PEG à 1,3. On aura moins de résultats cliniques cette année. C'est vrai que c'est une année un peu plus, pas de vache maigre, mais un peu plus calme que les années précédentes. Simplement, je pense que le titre va continuer de délivrer sur ces nouvelles indications. Compte tenu de cette valorisation, il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser. Rappelons-nous qu'on a eu une petite inquiétude au 3e trimestre l'année dernière sur un dérapage des coûts opérationnels qui a été bien corrigé au moment des résultats annuels, où le groupe a rassuré en montrant que c'était un peu un effet exceptionnel au 3e trimestre l'année dernière. Et donc, la double histoire de AstraZeneca, maîtrise des coûts, plus un portefeuille qui croît fortement, devrait se poursuivre. Jean-Jacques Le Fur qui était avec nous hier à la même heure sur ce plateau de Smart Bourse, analyste santé pharma chez Bryan Garnier. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain qui sera le dernier jour de la semaine boursière, je vous rappelle, avec en plus l'échéance mensuelle des marchés dérivés, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Rendez-vous donc demain à 12h30 en direct sur Bismart.